Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de passer un petit peu de temps ensemble pour traiter le chapitre sur les ondes électromagnétiques dans le vide. Alors c'est un chapitre qui est extrêmement important, vu qu'il va conclure effectivement l'année en cours. Donc vous avez pour l'instant vu tout ce qui était électrostatique, vous avez vu tout ce qui était magnétostatique, vous avez vu les phénomènes d'induction, vous avez pu écrire du coup ou établir les fameuses équations de Maxwell, et maintenant on va voir qu'avec ces fameuses équations de Maxwell, eh bien on va pouvoir en déduire beaucoup de choses, et notamment l'existence des ondes électromagnétiques, ainsi que leurs propriétés. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces ondes électromagnétiques sont d'une extrême importance dans notre vie de tous les jours aujourd'hui. Alors, on va démarrer en écrivant les 4 équations de Maxwell dans le vide. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le vide? Le vide, on vous dit qu'il est caractérisé bien évidemment par une absence de charge électrique et de courant électrique. Alors, on va lui définir deux propriétés, sa permittivité diélectrique qu'on appelle epsilon 0 et sa perméabilité magnétique qu'on appelle mu 0. Alors, si on regarde ensemble les équations de Maxwell dans le vide, donc la première équation de Maxwell, qui je vous le rappelle est l'équation de Maxwell-Goss, va s'écrire divergence de E égale 0. Donc div de E égale 0. Ensuite, vous avez l'équation dite de Maxwell-Flux, div de B égale 0. Vous avez l'équation dite de Maxwell-Faraday, donc rotationnel de E égale moins d rond B sur d rond T. Et vous avez la dernière équation, l'équation de Maxwell-Ampère, qui est donc rotationnel de B est égal à epsilon 0, mu 0, d de E sur dt. Donc ça, c'est l'écriture que vous connaissez, assez conventionnelle. Et vous avez à côté donc une écriture un petit peu plus, on va dire, internationale, qui est l'écriture en utilisant l'opérateur nabla. Alors l'opérateur nabla, qui, je vous le rappelle, va s'écrire, donc c'est un opérateur différentiel qui s'écrit sous la forme de trois composantes, donc c'est un vecteur, qui s'écrit sous la forme donc dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y et dérivée partielle par rapport à z. Alors bien évidemment, c'est un opérateur qui s'utilise uniquement en coordonnées cartésiennes. Alors pour simplifier les écritures, nous verrons que les dérivées partielles spatiales pourront s'écrire de cette façon-là, des ronds x, des ronds y, des ronds z, pour simplifier effectivement les calculs. Donc c'est une notation qu'on trouve notamment en physique théorique. Alors, donc vous avez nabla scalaire E égale 0, nabla scalaire B égale 0, nabla produit vectoriel E égale moins d rond B sur d rond T, et nabla produit vectoriel B égale epsilon 0 mu 0 d2 sur dt. Donc là, il faut prendre l'habitude effectivement d'écrire les équations de Maxwell sous ces deux formes-là. Alors, on va maintenant établir les fameuses équations de propagation du champ électromagnétique, à savoir des champs E et B. Alors on va partir de l'équation de Maxwell numéro 3, donc Maxwell-Faraday, et avec cette équation, du coup, on va écrire le rotationnel du rotationnel de E. Alors le rotationnel de E, qu'est-ce que ça nous fait Ça nous fait moins rotationnel de d rond B sur d rond T. D'accord? Là, ici, on a remplacé rot de E par moins d rond B sur d rond T. Alors, ce qu'on a le droit de faire, c'est d'inverser ici la dérivée partielle par rapport au temps. On a le droit de la sortir du rotationnel, tout simplement parce que le rotationnel, lui, fait appel à des différentiels par rapport à l'espace. Et donc, on a le droit de permuter tout ce qui va être dérivée partielle, spatiale et temporelle. Donc, ça nous donne donc un rot de E égale moins d rot de B sur d rond T. D'accord? Donc, avec votre formulaire d'analyse vectorielle, il faut savoir effectivement que rotationnel, rot de E, en fait, c'est grade de div de E moins laplacien de E. Donc rot de rot, c'est grade de div moins laplacien. Ça, c'est une formule effectivement qu'il vous faudra absolument retenir. Donc là, j'écris effectivement cette égalité-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? On va avoir grade de div de E moins laplacien de E qui va être égal à moins d rond rot de B sur d rond T. Ok? Alors, vous savez qu'on est dans le vide, donc la divergence de E est nulle. Du coup, il nous reste moins laplacien de E égale moins d rond rot de B sur d rond T. Alors effectivement, les signes moins vont s'éliminer, et vous arrivez à cette expression-là pour le laplacien
du champ E. Alors maintenant, on va prendre l'équation de Maxwell numéro 4 dans le vide, qui vous dit que le rotationnel de B, c'est epsilon 0, mu 0, d de E sur dt. Et on va remplacer du coup dans l'équation précédente. Donc on va obtenir le Laplacien de E, et vous voyez que le Laplacien de E, en fait, va être relié à la dérivée seconde du champ E par rapport au temps. Donc, ici, je vais transposer le terme de droite vers la gauche, et vous avez donc l'équation suivante. Laplacien de E moins epsilon 0 mu 0 d2 sur dt2 égale vecteur nul. Donc attention, ici, c'est une équation vectorielle. Donc dans une équation vectorielle, on va le voir tout à l'heure, il y a trois équations scalaires. Alors, cette équation-là, eh bien, tout de suite, vous devez y voir la fameuse équation de d'Alembert. Ce que vous avez ici, c'est effectivement une équation de propagation. Donc, équation de propagation qui, je vous le rappelle, vous avez vu au premier semestre, dans le cours ondes et vibrations. Donc, j'ai bien ici une partie spatiale et j'ai la partie temporelle. Alors, si on fait l'analogie effectivement avec cette fameuse équation de d'Alembert, le epsilon mu 0, eh bien, ça devrait être égal à 1 sur C2, où C sera la célérité de l'onde associée à ce champ E. D'accord ? Voilà. Donc, on reconnaît effectivement ici bien l'équation de propagation de d'Alembert. Alors, on va continuer. On peut faire la même chose maintenant pour le champ B. D'accord ? Donc, même technique, rod de B, égale du coup le rotationnel de epsilon 0 mu 0 d2 sur dt, ce qui va vous donner epsilon 0 mu 0 d2 rod de E sur dt. Rod de rod égale grade de div moins Laplacien, ça n'a pas changé. Donc, la divergence de B ici est également nulle, comme d'habitude, et donc effectivement, vous allez vous retrouver avec le Laplacien de B, qui cette fois-ci est relié au rotationnel de E. Alors le rotationnel de E, vous savez effectivement que c'est moins d rond B sur d rond T. Ça c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Je remplace et je vais donc obtenir l'expression du Laplacien de B. Et vous voyez donc on a l'équation suivante. Laplacien de B moins epsilon 0 mu 0 d2b sur dt2 égale vecteur nul. Donc ici aussi vous avez l'équation de d'Alembert avec epsilon 0 mu 0 qui est égal à 1 sur C2. Donc dans les deux cas, que ce soit pour le champ E ou le champ B, vous avez des équations de propagation de type d'Alembert. Donc effectivement, vous avez donc ces deux équations de propagation qui sont effectivement liées à l'équation de d'Alembert. Et donc c'est à partir effectivement de ces équations-là que Maxwell a démontré, d'une façon effectivement purement théorique, à partir de son jeu de 4 équations, il a prédit en fait l'existence des ondes électromagnétiques. Donc là, ce qu'on voit effectivement à partir de ces équations de Maxwell, on voit qu'il existe un phénomène de propagation dans le vide du champ électromagnétique. Donc quand on parle de champ électromagnétique, c'est toujours le couple E et B. En fait, ces deux champs sont indissociables, vu qu'ils sont couplés effectivement par ces fameuses équations de Maxwell. Alors la vitesse de propagation est donnée par C qui est égale à 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, d'accord ? Et effectivement, elle correspond à la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière, vous savez, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, d'accord ? Donc Maxwell démontre qu'il existe un phénomène de propagation dans le vide du champ électromagnétique à la vitesse de la lumière. Ce qui va permettre de comprendre par la suite, c'est que la lumière, effectivement, est bien une onde électromagnétique. Voilà, donc prédiction à l'époque, donc dans les années 1870 à peu près, prédiction de l'existence de ces fameuses ondes, mais encore une fois, je rappelle, d'un point de vue purement théorique. Là, la théorie a précédé en fait l'expérience. Je rappelle que c'est Hertz qui démontrera par la suite, à la fin du 19e, l'existence effectivement de ces fameuses ondes et qui donnera raison du coup à Maxwell. Alors les équations de propagation que l'on vient d'établir, vous l'avez vu, font intervenir le Laplacien vectoriel. Alors, on va pouvoir écrire effectivement cette équation d'Alembert, qui est une équation vectorielle, sous la forme effectivement de trois équations. Donc une équation par composante. Donc ici vous avez la composante EX, la composante EY et la composante EZ. Donc bien évidemment ces composantes sont les composantes du champ électrique.
Vous allez avoir exactement la même chose pour l'équation de d'Alembert pour le champ B, avec les trois composantes du champ magnétique, Bx, By, Bz. Hein. Et donc, pour résumer, chaque composante vérifie l'équation de d'Alembert. Donc voilà pour cette petite précision sur le Laplacien, hein, sur ce qu'on appelle en fait le Laplacien vectoriel. Alors avant d'aller plus loin, hein, vous voyez, on va s'intéresser maintenant aux solutions des équations de propagation que nous venons d'établir. Et avant d'aller plus loin, du coup, je tenais à vous faire quelques petits rappels de physique ondulatoire. Hein. Donc ça se rapporte au cours d'ondes et vibrations de L2 du semestre 3. Alors, effectivement, on va reparler des ondes planes progressives monochromatiques. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que l'équation de propagation de d'Alembert, hein, que ce soit des ondes électromagnétiques ou des ondes mécaniques, admet, deux principaux types de solutions. Donc, on va trouver les ondes progressives et des solutions en ondes stationnaires, avec effectivement des géométries particulières, planes, cylindriques, voire aussi sphériques. Alors, le premier type de solution à étudier, c'est effectivement ce qu'on appelle les ondes planes progressives monochromatiques, dont la fonction d'onde va s'écrire à l'aide d'une fonction trigonométrique. Ici, j'ai choisi par exemple le cosinus. Alors cette fonction d'onde effectivement est une fonction sinusoïdale, on dit aussi harmonique, qui va dépendre à la fois des coordonnées spatiales, donc la position ici vecteur position petit r, et effectivement du temps. Alors de façon très générale, hein, la fonction d'onde effectivement de type onde plane monochromatique, onde plane progressive monochromatique, eh bien va s'écrire de cette façon-là. Donc A cosinus oméga t plus ou moins k scalaire r plus phi 0 porté par le vecteur u. Hein, ici c'est vraiment là ici vous avez une fonction d'onde vectorielle, hein, c'est le cas vraiment le plus général qu'on puisse écrire. Alors le grand A c'est l'amplitude de votre onde, donc notamment l'amplitude maximale. Vous avez ici à l'intérieur du cosinus ce qu'on va appeler la phase totale, qu'on va appeler grand phi, et vous avez U qui va vous indiquer ce que j'appelle la polarisation de l'onde, à savoir si c'est une onde longitudinale ou si c'est une onde transverse. Alors, si je reprends le terme de la phase totale, alors la phase totale va faire intervenir ce qu'on appelle la phase temporelle, donc le oméga t. Vous allez avoir la phase spatiale qui est le k scalaire r, et vous allez avoir la phase à l'origine, le phi 0. Alors ici, vous voyez, vous avez plus ou moins. Alors le plus ou moins, en fait, fait référence à la direction de propagation de votre onde. Donc si vous mettez moins, donc votre onde va se propager vers les r croissants, et si vous mettez un plus, l'onde va se propager vers les r décroissants. Alors, cette fameuse phase, à l'intérieur de votre cosinus, peut évoluer entre 0 et 2π, et tout ça modulo 2π. Alors, je vous rappelle des choses que vous savez déjà. Oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation de l'onde en radians par seconde. Le vecteur k, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde, on va le revoir après. Vous avez r qui, lui, est le vecteur position. Alors, cette fonction d'onde, vous voyez qu'elle est maximale quand phi, donc quand la phase totale vaut 0 modulo 2π. Et vous voyez aussi que la fonction d'onde est minimale quand la phase totale vaut π modulo 2π. Alors, après avoir parlé de cette solution en onde plane monochromatique, on va s'intéresser un petit peu à ses propriétés. Donc on va regarder un petit peu les fronts d'onde de cette onde plane. Alors avant de parler de ces fronts d'onde, on va déjà rappeler ce que c'est qu'un front d'onde. Alors on parle aussi de surface d'onde. Alors ici on vous dit, les surfaces ou les fronts d'onde sont constitués de l'ensemble des points de l'espace où la phase phi de l'onde a la même valeur. Donc ce que vous pouvez dire aussi, c'est que ces surfaces d'onde ou ces fronts d'onde, en fait, ce sont des courbes, ce qu'on pourrait appeler des courbes isophases ou des surfaces isophases. Alors, à t fixé, les surfaces d'onde sont définies par la relation suivante. C'est-à-dire que vous savez que ces surfaces vont être définies par l'ensemble des points où la phase est constante. Donc je fixe le temps, d'accord, et j'écris l'équation suivante. Donc je vais écrire phi
égale constante. Alors le phi c'est oméga t plus ou moins k scalaire r plus phi 0. Et ça doit être constant. Alors si vous avez fixé t, d'accord, donc t est fixé, phi 0 est fixé. La seule chose qui peut varier ici, ça serait ça. Donc du coup ça veut dire que vous devez tout le temps avoir, à t fixé, vous devez avoir sur les surfaces d'onde, vous devez avoir la relation k scalaire r égale constante. Donc ça c'est l'équation. Ici vous avez l'équation des surfaces d'onde pour une onde plane. Alors, si vous vous intéressez un petit peu à cette expression-là, on démontre assez facilement que l'expression qui est écrite ici, eh bien elle décrit en fait des plans. D'accord? Donc ça vous montre en fait effectivement que les surfaces d'onde d'une onde dite plane, eh bien effectivement ce sont des plans. D'accord? D'où le terme onde plane. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, sur tous les plans, donc vous avez une onde ici qui se propage vers en direction de la flèche, et donc sur tous les plans qu'on a représentés ici, eh bien la phase est constante. D'accord? Ce sont bien des plans isophases. Alors un petit exemple sur une onde par exemple qui pourrait se propager à la surface de l'eau. Hein, quand vous lancez un caillou, vous voyez des cercles concentriques qui vont être générés. Hein, c'est une expérience aussi que vous pouvez faire dans une cuve à ondes. Hein, vous faites osciller la surface de l'eau. Et donc imaginez que ce graphe ici représente une onde sinusoïdale, donc une onde plane, monochromatique, qui se propage. Donc c'est une onde en 2 dimensions ici. Donc les fronts d'onde, ici vous les avez là. Vous voyez? Donc les fronts d'onde, là j'ai défini les fronts d'onde par phi égale 0, c'est-à-dire là où l'onde a son amplitude maximale. D'accord? Alors c'est 0 toujours modulo 2pi, ce qu'il faut se rappeler. Donc vous avez ici une succession de fronts d'onde qui vont se déplacer du coup à la surface, par exemple, je le répète, de l'eau. Alors, ce qu'on peut aussi faire comme petite remarque, j'en profite, c'est que la longueur d'onde, ici que j'ai fait apparaître, c'est aussi la distance entre 2 fronts d'onde consécutifs de même phase. D'accord? Alors, on va maintenant parler du vecteur d'onde. Alors le vecteur d'onde, c'est un vecteur qui indique, en un point donné de l'espace, la direction et l'essence de propagation de l'onde. D'accord? Et son module est inversement proportionnel à la longueur d'onde lambda. Alors, normalement, vous devez connaître cette formule, donc K est égal à 2pi sur lambda, donc c'est la définition du module du vecteur d'onde, et je vous rappelle que ce vecteur d'onde a comme unité des mètres moins 1, c'est l'inverse d'une distance. Alors à noter que le vecteur d'onde est toujours perpendiculaire au front d'onde, ça c'est quelque chose d'important aussi à retenir, le vecteur d'onde est forcément perpendiculaire au front d'onde. Donc maintenant parlons un peu de période spatiale et de période temporelle. Alors un phénomène ondulatoire sinusoïdal fait effectivement apparaître 2 périodes caractéristiques. Une période que vous connaissez sous le nom de la longueur d'onde, lambda, qu'on appelle aussi du coup la période spatiale. Donc cette longueur d'onde, comme on l'a vu, c'est la distance entre 2 fronts d'onde consécutives de même phase. Donc ici, si je vous représente une onde sinusoïdale ici, donc ici c'est une représentation spatiale, donc j'ai figé, en fait je fais une représentation à t fixé, et je regarde ce qui se passe dans l'espace. Donc ici en fonction de r, la position. Donc vous avez, donc là ici pareil, ça pourrait être une photographie, par exemple, du profil d'une onde qui se propage à la surface de l'eau. Vous prenez une photo et en fonction de la distance, eh bien vous avez les petites vagues ici qui ont été créées à la surface de l'eau. Donc la fonction d'onde, encore une fois, c'est bien la distance qui sépare 2 fronts d'onde de même phase. Alors quand je dis de même phase, encore une fois, en fait c'est de même amplitude, c'est de même phase, mais à 2 pi près. Il y a toujours ce modulo pi là qui traîne dans les parages. Donc cette longueur d'onde, vous la retrouvez donc certes ici, vous l'avez aussi ailleurs, donc ici et là, bien évidemment. Alors maintenant la période temporelle, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez également, ce qu'on appelle grand T, c'est tout simplement la période d'oscillation de la perturbation en un point M fixé. Donc là, je m'explique, imaginez toujours ce phénomène d'onde à la surface de l'eau, et vous avez laissé à la surface de l'eau à un endroit donné un petit bouchon. Et donc ce bouchon maintenant,
vous allez regarder, vous allez étudier son mouvement, cette fois-ci en fonction du temps. Donc c'est comme si vous aviez fixé X, ou la position plutôt, parce que vous regardez un endroit donné, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve le bouchon, et vous allez regarder les mouvements de haut en bas ou d'oscillation du bouchon. Et donc ce mouvement effectivement du bouchon va en fait refléter les oscillations de la surface de l'eau. Donc vous allez retrouver en fait un mouvement en fonction du temps qui est celui d'un oscillateur harmonique. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une représentation temporelle de l'onde. On a fixé la position et on regarde ce qui se passe en fonction du temps. Vous avez une oscillation type oscillateur harmonique. Et donc la période, eh bien c'est le temps qui sépare ici deux maxima consécutifs. Voilà. Donc la période, vous savez également que c'est défini par 2π sur oméga. C'est aussi 1 sur la fréquence. Bien, donc on va revenir maintenant à nos ondes électromagnétiques planes progressives monochromatiques. Alors, pour ne pas toujours répéter ce terme assez long, on va appeler ça des OE-ppm, tout simplement. Donc on choisit effectivement les champs E et B sous la forme d'OM-ppm. Donc je prends mon équation de D'Alembert ici, qui est vérifiée par le champ E, et comme solution, je vais prendre une solution en onde plane progressive monochromatique. Donc ici, je choisis toujours de travailler en notation complexe avec l'exponentielle. Et donc ma fonction d'onde, c'est-à-dire mon champ électrique ici, donc va bien dépendre des coordonnées spatiales et du temps. Et donc je vais l'écrire E0 fois exponentielle de j oméga t moins k scalaire r. Alors ici j'ai choisi de prendre le moins, j'ai choisi une onde qui se propage vers les r croissants. Ça c'est arbitraire, vous pourriez prendre aussi une onde qui se propage dans le sens opposé. Alors E0, ça va être l'amplitude effectivement de mon champ électrique, et donc c'est un vecteur ici, et donc ce vecteur va avoir comme composante E0x, E0y et E0z dans un repère cartésien. On peut effectivement faire exactement la même chose pour le champ B. Donc je prends aussi une solution en onde plane progressive monochromatique. Et donc B aura comme amplitude B0 avec des composantes B0x, B0y et B0z. Alors lorsque vous avez une équation de D'Alembert avec des solutions de ce type-là, eh bien vous avez dû voir, enfin nous, les L2, ont vu effectivement en S3 que lorsqu'on a ce type de solution, on a forcément, on peut démontrer qu'on a une relation de dispersion qui est celle-ci, à savoir oméga égale k fois c, avec c égale à 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, donc c, je vous le rappelle, c'est la vitesse de la lumière. Alors si on trace ce qu'on appelle la courbe de dispersion, donc la courbe de dispersion, donc c'est oméga en fonction de k, ici vous avez une belle droite, et de coefficient directeur c. Alors, lorsque la relation de dispersion est linéaire, ce qui est le cas ici, eh bien on dit que le milieu est non dispersif. Donc là, vous voyez que le vide est un milieu non dispersif pour les ondes électromagnétiques. Alors, non dispersif, je vous rappelle également ce que ça signifie. Ça veut dire que la vitesse de propagation de l'onde ne dépend pas de sa fréquence, c'est-à-dire ou de sa pulsation. Ça veut dire aussi ici, dans notre cas, que ça ne va pas dépendre de la longueur d'onde des ondes électromagnétiques. Alors ça c'est vrai dans le vide, il y aura d'autres systèmes où effectivement la relation de dispersion est différente et où effectivement les ondes électromagnétiques peuvent se propager ou pourront se propager à des vitesses différentes suivant leur fréquence. Ça, bon, vous ne verrez pas ça cette année, vous verrez ça les années futures. Bien, alors, maintenant qu'on a choisi effectivement notre type de solution, on va réécrire les équations de Maxwell dans le cadre ou dans le cas des OEM-ppm. Alors, on va effectivement utiliser l'opérateur Nabla de préférence. Donc là, je vous rappelle les équations de Maxwell écrites avec l'opérateur Nabla. Donc je ne vais pas les reciter, on les a citées tout à l'heure. Et là maintenant, ce que je sais, donc je vais les réécrire, je vais les prendre une par une, et je vais en fait prendre le type de solution que j'ai choisi. Donc,
si vous regardez un petit peu nabla scalaire E, donc nabla scalaire E, c'est un produit scalaire entre le vecteur nabla et les composantes et le vecteur E, on va dire. Donc ça vous fait des ronds x ex plus des ronds y ey plus des ronds z ez. Alors je vous rappelle que la notation des ronds x, par exemple ici, c'est bien la dérivée partielle par rapport à x. Alors le E, les composantes du champ E, ce que j'ai appelé EU, avec U égale X, Y et Z, on les prend ces composantes sous la forme d'une onde plane progressive monochromatique. C'est-à-dire ici, vous avez la composante de l'amplitude et exponentielle de J oméga t moins K scalaire R. Alors K, c'est le vecteur d'onde avec ses trois composantes. R, c'est le vecteur position également avec ses trois composantes. Donc, ce produit scalaire qui est ici, vous pouvez l'expliciter. Donc, ça vous fait kxx plus kyy plus kzz, produit scalaire tout à fait classique. Et maintenant que vous avez explicité ce produit scalaire, eh bien, vous allez pouvoir déterminer les dérivées partielles de chaque composante en fonction de x, y et z. Donc si vous faites ceci, vous allez trouver par exemple que la dérivée partielle de la composante en x par rapport à x, eh bien ça va être moins jkx, e0x, exponentielle de j oméga t moins k scalaire r. Je vous rappelle, alors ici j'ai repris k scalaire r pour alléger la notation. Le k scalaire r, c'est bien évidemment tout ça. D'accord ? Alors qu'est-ce que vous retrouvez en fait ici? Vous voyez que E0x exponentielle de j oméga t moins k scalaire r, eh bien c'est tout simplement la composante en x du vecteur E. Donc c'est EX, tout simplement. Vous faites la même chose pour les trois autres composantes, et là je me rends compte dans mon diaporama qu'il y a une petite erreur, mais que je vais effectivement corriger tout de suite. Donc c'est du y ici. Et là, bien évidemment, ça sera du Z. Donc excusez-moi cette petite parenthèse, mais il faut mieux corriger plutôt que laisser traîner des petites boulettes. Bien, donc ici on s'assure qu'il n'y a plus d'erreur, c'est bon. Donc vous voyez que les dérivées partielles des composantes, en fait, eh bien c'est simplement moins jk x, ex, moins jk y, ey, moins jk z, ez. D'accord ? Donc ce que vous montrez, en fait, c'est que le produit scalaire du nabla avec le champ E pris en solution de type onde plane monochromatique, onde plane progressive monochromatique, eh bien ça va s'écrire moins jk scalaire E. Donc en gros, quand vous travaillez avec des ondes planes monochromatiques, eh bien le nabla, vous voyez ici l'opérateur nabla, en fait il va être équivalent à moins jk. D'accord ? Alors attention quand même, je précise, le moins vient du fait ici que j'ai choisi une onde qui se propage vers les x croissants. Si j'avais choisi une onde qui se propageait vers les x décroissants, j'aurais eu un plus ici, vous voyez ? Et donc ici j'aurais eu un plus. Alors attention quand même à ne pas apprendre trop par cœur ce genre de formule, parce que suivant la solution type qu'on s'est donnée, ça peut changer votre signe ici. Donc dans mon cas, avec une onde qui se propage vers les R croissants, l'opérateur nabla est équivalent à moins JK. D'accord ? Donc ici, j'ai moins JK scalaire E. Donc j'en déduis que la première équation de Maxwell, donc nabla scalaire E égale 0, c'est équivalent, lorsque je travaille avec des OEPPM, équivalent à K scalaire E égale 0. Donc voilà ce que devient l'équation de Maxwell-Gauss. Dans ce cadre-là, ça devient K scalaire E égale 0. Alors, vous pouvez faire exactement la même chose pour le vecteur B. Donc, vous allez obtenir que, en gros, la divergence de B ici qui est égale à 0, ça va être équivalent à K scalaire B égale 0. Et puis, on va pouvoir donc aussi calculer de la même façon les rotationnels. Donc ici, le produit vectoriel du nabla avec le champ E. Donc, nabla vectoriel E, j'ai écrit les composantes du nabla, j'ai écrit les composantes de mon champ E, et je vais regarder le produit vectoriel. Alors, on vient juste de voir à l'instant que la dérivée partielle par rapport à une des composantes, c'est-à-dire soit x, soit y, soit z, c'est moins jku. On vient juste d'en parler. Donc, vous allez remplacer vos dérivées partielles par moins jku. Et vous allez obtenir du coup une expression pour le produit vectoriel qui sera la suivante. Donc vous aurez un vecteur moins jkx, moins jky, moins jkz, vectoriel ex, ey, ez. Donc dans ces cas-là,
votre rotationnel qui s'écrivait nabla vectoriel E va s'écrire tout simplement moins jk vectoriel E, encore une fois. Alors, maintenant, vous voyez là, j'ai réécrit du coup la partie rotationnelle de E. Alors, vous voyez qu'ici, dans cette équation de Maxwell-Faraday, vous avez une dérivée par rapport au temps. Donc, c'est ce qu'on appelle un opérateur différentiel, entre guillemets, dérivé par rapport au temps. Alors, on va regarder ce que donne la dérivée, effectivement, le d de b sur dt, lorsque je travaille avec un type de solution en onde plane progressive monochromatique. Donc, ici, j'injecte mon type de solution. Donc, je calcule la dérivée de l'exponentielle. Ça vous fait j oméga fois b0 exponentielle de j oméga t moins k scalaire r. Et ici, tout ça, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est ni plus ni moins que b. Donc, en gros, l'opérateur dérivé temporel, eh bien, il est équivalent à j oméga. D'accord? Donc, d rond b sur d rond t égale à j oméga b. Donc maintenant, mon équation de Maxwell-Faraday, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner k vectoriel E égale oméga b. Donc voilà l'équivalent de l'équation de Maxwell-Faraday quand vous travaillez avec des OEM ppm. Alors dernière équation, donc de la même façon, vous allez montrer que l'équation de Maxwell-Ampère devient k vectoriel B est égal à moins oméga epsilon 0 mu 0 fois grand E. D'accord? Voilà. Alors, si vous regardez bien, vous pouvez dire aussi, là vous savez que epsilon 0 fois mu 0 c'est lié à la vitesse de la lumière, vous pouvez aussi écrire k vectoriel B égale moins oméga sur C2 fois E. Donc si je résume un petit peu la situation, là nous venons de réécrire les 4 équations de Maxwell avec des solutions en onde plane progressive monochromatique. D'accord? Donc lorsque vous avez ce type de solution, voilà comment se réécrivent les équations de Maxwell. Donc k scalaire E égale 0, k scalaire B égale 0, k vectoriel E égale oméga B, k vectoriel B égale moins oméga sur C2 fois E, avec C égale à 1 sur racine de epsilon 0 mu 0. Donc ici, avec ce type de solution qu'on a choisi, c'est les solutions de type onde plane progressive monochromatique. Donc j'insiste bien, cette réécriture-là n'est valable que si vous travaillez avec ce type de solution-là. Si vous travaillez avec d'autres types de solutions, bien évidemment, tout ceci tombe à l'eau. Alors on va se poser maintenant la question des propriétés de la structure de ces ondes plane progressive monochromatique, donc de ces ondes électromagnétiques. Est-ce que ce sont des ondes transverses ou est-ce que ce sont des ondes longitudinales? Alors vous allez voir qu'avec les équations de Maxwell, la réponse va être très très vite trouvée. On vient de démontrer, vous savez, avec les équations de Maxwell, Maxwell-Gauss vous a donné k scalaire E égale 0, et Maxwell-Thomson ou Maxwell-Flux vous donne k scalaire B égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, que k est perpendiculaire à E, d'accord? Et ça veut dire que k est perpendiculaire à B. Alors je ne sais pas pourquoi, effectivement, j'ai été mettre égal 0. Je pense que c'est juste un petit souci de copier-coller. Voilà, c'est corrigé. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? K, je vous le rappelle, c'est le vecteur d'onde qui indique la direction et le sens de propagation. Donc, si E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos ondes sont des ondes transverses. Et effectivement, dans le vide, les ondes électromagnétiques planes progressives monochromatiques sont bien des ondes transverses. Alors maintenant, on va voir la relation de dispersion de ces fameuses ondes. Alors, on le sait déjà, comme on travaille avec des ondes planes monochromatiques, on devrait retrouver la relation de dispersion habituelle, c'est-à-dire oméga égale k fois c. Alors vous allez voir qu'avec les équations de Maxwell, c'est effectivement bien ce qu'on va retrouver. Alors, je vais partir des deux dernières équations de Maxwell, ici, donc les rotationnels de E et le rotationnel de B en gros, et puis je vais m'amuser à les combiner. C'est-à-dire qu'ici, je vais commencer par calculer, je vais faire le produit vectoriel, je vais prendre l'équation C ici, et je vais faire le produit vectoriel par K de chaque côté. Donc ici, j'ai K vectoriel E, et ici, je vais avoir du K vectoriel oméga B. D'accord? Donc on commence à écrire cette équation-là.
Donc, ici, si vous regardez le K vectoriel B, le K vectoriel B, vous l'avez par l'équation de Maxwell-Faraday. K vectoriel B, c'est moins oméga sur C2 fois E. Donc, ça veut dire ici que K vectoriel E, c'est égal à moins oméga 2 sur C2 fois E. Maintenant, on va travailler sur ce double produit là vectoriel. Alors, on va aller prendre notre petit formulaire d'analyse vectorielle et dans ce formulaire, on a effectivement la formule qui va nous intéresser. Donc, on va appeler U K, V, ça sera K aussi, et W, ça sera E. Et donc, j'applique ma formule. Donc, le K vectoriel E, ça me donne K scalaire E scalaire K, moins K scalaire E, égale à moins oméga 2 sur C2 fois grand E. Alors, qu'est-ce que vous savez? Vous savez ici que K scalaire E est égal à 0. Donc, ce terme-là disparaît. Il nous reste juste cette partie-là. Donc, K scalaire K, ça va nous donner K carré. Donc, ça vous donne K carré est égal à oméga 2 sur C2. Et avec ça, vous avez K est égal à oméga sur C, ce que vous pouvez réécrire sous la forme oméga de K égale K fois C. Vous avez bien votre relation de dispersion qui est bien la courbe, la droite que je vous ai tracée tout à l'heure. Donc là, on retrouve bien, avec les équations de Maxwell, que le vide est un milieu non dispersif pour les ondes électromagnétiques. Voilà. Donc pour la relation de dispersion. Alors, on va terminer ces propriétés de structure par justement ce qu'on appelle la relation de structure d'une OM-PPM. Donc, on va partir de K vectoriel E égale oméga B. Et qu'est-ce que ça vous donne? Ça, tout de suite, ça vous donne B égale K vectoriel E sur oméga. Hein, là, c'est assez simple à déduire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle effectivement la relation de structure. Donc, B égale K vectoriel E sur oméga. C'est-à-dire que vous voyez que le champ E et B sont effectivement corrélés par cette fameuse relation de structure. Donc si vous avez E, eh bien vous avez forcément B. Hein. Donc là, ce que vous montrez, c'est que le champ B, le champ E et le vecteur d'onde K vont former ce qu'on appelle un trièdre direct. On va y revenir. Alors cette petite formule-là, vous pouvez la réécrire en sachant que K est égal à oméga sur C, c'est-à-dire que là, vous pouvez utiliser la relation de dispersion qu'on vient de démontrer, et en sachant que K, le vecteur K, vous pouvez l'écrire aussi K U, avec U, en fait, le vecteur unitaire qui porte la direction de propagation. Donc, si vous remplacez, on va dire, K avec ces deux petites expressions-là dans votre relation de structure, vous allez trouver que le vecteur B, c'est égal à U vectoriel E sur C. D'accord? Donc encore une fois, je précise, si vous avez E, vous avez forcément B. Donc ce qui veut dire aussi que l'amplitude du champ B, d'accord, eh bien, dépend de l'amplitude du champ E. Quand je dis dépend, il y a un lien effectivement entre les deux amplitudes, et vous voyez que l'amplitude du champ B est 6 fois plus petite que l'amplitude du champ E. D'accord? Donc ça, c'est un truc que vous aurez peut-être aussi l'occasion d'utiliser à l'avenir. Donc attention, hein, j'insiste bien encore une fois, cette relation de structure, c'est bien la relation de structure associée aux ondes électromagnétiques planes progressives monochromatiques. Hein. En aucun cas, vous ne pouvez utiliser ça si les ondes ne sont pas planes. Hein. Attention à ne pas tomber dans les pièges qui peuvent vous être tendus. Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le vecteur E, le champ E, le champ B et le vecteur K forment un trièdre direct. Hein, donc là, vous pouvez utiliser la règle de la main droite pour former ce fameux trièdre. C'est-à-dire que si on vous donne K, si on vous donne E, vous connaissez forcément la direction du champ B. Donc voilà une petite animation. Ici, vous avez une onde électromagnétique qui se propage ici dans le vide. Donc en bleu, vous avez les oscillations du champ B, et en rouge, vous avez les oscillations du champ E. Alors attention, cette image est un peu trompeuse,
Je viens de vous dire que l'amplitude du champ B était C fois plus petite que l'amplitude du champ E, ce qui n'est pas effectivement représenté sur sur la figure. Vous voyez que quasiment les amplitudes de B et E sont identiques. Donc là, c'est par souci de clarté, parce que effectivement, si sur votre schéma, là ici j'avais représenté l'amplitude de B C fois plus petite que l'amplitude de E, bien en fait votre champ B vous le verriez quasiment pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là votre schéma, c'est quelque chose, c'est là pour vulgariser un peu les choses, mais si j'avais respecté l'échelle, effectivement, on verrait quasiment pas le champ B. Donc là, vous avez le champ E qui est suivant EY, vous avez le champ B qui est suivant EZ, donc vous voyez que ces deux champs sont bien perpendiculaires à la direction de propagation. Vous avez bien une onde qui est transverse ici. Alors pour résumer sur la structure d'une onde électromagnétique, plane progressive, monochromatique, voici ce qu'on a vu. Donc vous avez les relations de structure, donc les relations d'abord de transversalité, puis ensuite la relation qui existe entre le champ E et le champ B. D'accord ? Donc je vous rappelle que E, B et K forment un trièdre direct. Alors ensuite, il faut parler de la polarisation d'une onde électromagnétique. Vous allez voir que c'est un peu différent de ce qui se passe pour les ondes mécaniques. Alors on va reprendre nos solutions en ondes planes progressives. Et maintenant, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, là pour l'instant j'en avais pas parlé, mais voyez qu'ici les amplitudes, qui sont données sous forme vectorielle, eh bien en fait cette amplitude E0 et cette amplitude B0 peut également dépendre du temps. Et c'est ce qui arrive effectivement de façon générale. Alors du coup votre solution, il va falloir la réécrire comme ceci, avec un E0 qui dépend du temps et un B0 qui dépend du temps. Alors je vous rappelle qu'effectivement vous aurez en plus que E0 sera perpendiculaire à B0. Ça c'est la relation de structure, donc ça quel que soit le temps. Donc la polarisation d'une OEM-PPM peut être simplement définie par le vecteur E0 de t. D'accord ? Donc en fait, effectivement, ce qu'on va appeler la polarisation, d'accord, ça va être donné par ce vecteur-là. Alors, on aura besoin que de connaître E0, par exemple, parce que si je connais E0, eh bien, évidemment, je pourrais en déduire B0. D'accord ? Donc en général, on ne parle souvent que de E et on passe un peu sous silence le champ B, sachant qu'on le déduit assez facilement. Alors, on va d'abord parler de la lumière naturelle, celle que vous connaissez tous. Donc cette lumière naturelle, c'est une onde électromagnétique qui effectivement, elle est polarisée circulairement. Donc on va voir ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que pour R fixé, c'est-à-dire dans un plan d'onde donné, d'accord, l'extrémité des vecteurs E et B vont décrire, les extrémités vont décrire des cercles. Donc, on va représenter les choses. Donc, la fonction d'onde vectorielle du champ E va s'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire que votre vecteur amplitude, en fait, lui, va avoir deux composantes. Donc, une composante E0x qui sera E0 cosinus oméga t et une composante E0y qui aura comme valeur plus ou moins E0 sinus oméga t. D'accord ? Et bien évidemment, la composante en Z n'existe pas. Elle est nulle. Alors, en notation réelle, ça vous donnera ceci. Donc, ce que vous pouvez remarquer, en fait, comment va se traduire cette polarisation circulaire ? Eh bien, tout simplement, par le fait que le champ E va tourner dans un sens ou dans l'autre, en décrivant effectivement un cercle, tout en se propageant. D'accord ? Alors, pour la lumière naturelle, on observe ce qu'on appelle une polarisation circulaire droite ou une polarisation circulaire gauche, suivant le sens de rotation de votre vecteur E. Alors voici en animation à quoi effectivement ressemble une onde électromagnétique plane polarisée, on a dit circulairement. Donc là vous voyez que donc ici on a représenté uniquement le champ E, le champ B ici n'est pas apparent. Et donc
En rouge, vous avez la composante du champ sur Y, et en vert, d'ailleurs, il y a encore une petite bêtise. X, Y, alors attendez, bougez pas, X, Y, Z. Donc je me suis trompé. En vert, ça sera EX, effectivement. C'est encore une erreur de copier-coller, cette affaire-là. Voilà, c'est corrigé. Donc reprenons. Donc ici, je vous ai dit, donc en vert, on a la composante du champ E sur X, et en rouge, on a la composante sur Y. Donc vous voyez que le vecteur, effectivement, tourne, et votre champ se propage donc de cette façon-là. Donc là, voilà, ça c'est l'image qu'on a de la lumière naturelle, celle qui parvient dans vos yeux. Voilà. Alors, regardons un petit peu. Donc la polarisation circulaire, c'est un type de polarisation. Et en fait, effectivement, il existe différentes polarisations possibles. Donc on a dit, un état de polarisation est caractérisé par l'évolution au cours du temps du champ électrique dans un plan d'onde. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Donc l'écriture générale de la fonction d'onde du champ E peut alors s'écrire de cette façon-là. Donc là, je généralise, c'est plus uniquement effectivement la polarisation circulaire. En fait, ce qui se passe, c'est que mon champ E, que ce soit donc la composante E0x ou E0y, donc les amplitudes, vont être modulées ici par des fonctions trigonométriques uniquement dépendantes du temps. Donc, on va trouver la polarisation elliptique, circulaire et rectiligne, ce qui vous fait 3 types de polarisation au total pour une onde électromagnétique. Alors, la polarisation elliptique, c'est en termes mathématiques la polarisation le cas le plus général d'un point de vue mathématique. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir les composantes E0x et E0y, donc les amplitudes qui sont constantes pour celle-là, donc E0x différent de E0y, dans ma formule ici. Vous allez avoir phi, le déphasage qu'on a ajouté ici, qui lui va être quelconque, d'accord. Et dans ces cas-là, si vous vous mettez dans cette situation-là, que vous vous amusez à représenter ce champ-là, vous allez avoir non plus un vecteur E dont l'extrémité décrit un cercle, mais vous allez avoir un champ E dont l'extrémité décrit une ellipse. Donc là, c'est ce qu'on appelle la polarisation elliptique. Alors attention, encore une fois ici, le champ B n'est pas représenté. Ce que vous voyez ici, c'est uniquement les deux composantes X et Y du champ E. D'accord? Et en rouge, donc c'est la courbe, en fait, l'hélice ici, que décrit votre champ E tout en se propageant. Donc polarisation elliptique qui fait décrire en fait à votre champ E, votre vecteur E dans sa propagation une hélice. Alors, à partir de cette polarisation elliptique et donc de cette formule, on va dire générale, vous allez pouvoir trouver des cas particuliers, dont celui dont on a parlé juste auparavant, la polarisation circulaire. Donc dans le cas de la polarisation circulaire, en fait, si je reviens ici, vous allez avoir E0x égale E0y, d'accord, et vous allez avoir phi égale plus ou moins pi sur 2. Donc si vous vous placez dans ce cas-là, effectivement, vous allez retrouver le cas qu'on a mentionné juste avant, c'est-à-dire vous allez vous retrouver dans ce cas ici. Vous voyez E0, E0, donc on a les mêmes amplitudes ici, et on a juste un déphasage entre le cosinus et le sinus qui est de plus ou moins pi sur 2. Alors revenons à notre diapo. Donc voilà, donc ça c'est le cas particulier effectivement de la polarisation circulaire qu'on a déjà vu. Et puis dernier cas possible, c'est ce qu'on appelle la polarisation rectiligne. Donc polarisation rectiligne, vous allez vous replacer dans le cas où E0 égale E0x égale E0y, comme pour la polarisation circulaire. Simplement le déphasage ici va être différent, vous allez prendre phi égale 0 ou pi. Et donc dans ces cas-là, en fait, votre champ va être, on va dire, aura toujours la même direction. D'accord? Donc il n'aura pas effectivement le même sens, le sens va osciller, mais par contre, votre vecteur E sera toujours porté par la même
direction. Il n'y a pas de rotation effectivement de mon champ E dans ici le plan dans le plan d'onde. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est une situation un peu particulière, donc la polarisation rectiligne, et en général quand on veut polariser de façon rectiligne effectivement une onde qui à l'origine est circulaire par exemple, eh bien on va venir placer des polariseurs. Donc en plaçant, vous allez éclairer un polariseur par exemple avec une lumière naturelle, et à la sortie de votre polariseur, donc ici il y en avait un là, donc à la sortie de votre polariseur, vous allez pouvoir récupérer par exemple une onde polarisée linéairement. Donc ça, vous aurez l'occasion aussi de voir ça, je pense, en optique ondulatoire dans les années à venir. Bien, donc on va s'arrêter là pour cette séance, et dans la prochaine vidéo, ou la prochaine séance de cours en vidéo, on s'attaquera du coup aux aspects énergétiques d'une onde électromagnétique. Et ça sera la dernière partie, effectivement, de ce cours pour cette année. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions sur ce dernier cours d'électromagnétisme.